Tu crois connaître le danger parce que tu as marché seul la nuit ou croisé un regard menaçant dans le métro. Mais ici, le danger obéit à un autre code. Un code silencieux, brut, tatoué dans la peau et transmis dans les ruelles comme un héritage impossible à fuir. Il n'a pas de visage unique. Il a 100 regards, 1000 cicatrices. Et il te regarde depuis l'ombre. Armé, jeune, affamé. Nous avons pénétré un quartier de Bogota où la police ralentit, baisse les vitres, demande la permission de continuer. Un territoire découpé par des lignes invisibles, où chaque ruelle peut être la dernière. Les lois ici ne sont pas celles que tu connais. Elles se transmettent à voix basse, entre le clic d'un chargeur et le bruit sec d'un verre de jus qu'on sert à la hâte. Ce soir-là, j'ai vu des adolescents nettoyer leurs armes à la lumière d'un néon fatigué. J'ai entendu rire des garçons qui avaient vu plus de morts que la plupart des soldats. Ils parlent vite, vivent vite, tombent vite. Ici, on entre en silence. On sort parfois en sac noir. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a des règles, un ordre, une logique, une vision du monde qu'on ne peut pas comprendre depuis un canapé. Ce que nous avons vu ce soir-là, peu l'ont vu. Et ce que vous allez entendre maintenant. Personne n'a jamais osé le raconter ainsi. Mais pour comprendre pourquoi ils vivent comme ça, il faut d'abord savoir où ils vivent. Parce que tout commence par un territoire que personne ne veut regarder en face. Vous pensez connaître la peur. À Bogota, elle est une compagne constante, une présence silencieuse qui s'insinue dans chaque recoin de la ville. Ici, les règles du monde ordinaire ne s'appliquent à plus. La capitale colombienne est un théâtre où la violence et la survie se livrent une bataille quotidienne. Dans les quartiers de Kennedy, Suba et Los Martires, la vie suit un rythme dicté par la loi du plus fort. Les rues sont le domaine des gangs, des voleurs et des trafiquants, où chaque coin peut cacher une menace. Les habitants, pris au piège, adaptent leur quotidien à cette réalité brutale. Les statistiques révèlent une augmentation alarmante des homicides de 11% en 2024, atteignant le chiffre le plus élevé en 8 ans avec 1204 cas. Les vols à main armée sont monnaie courante et même les quartiers autrefois considérés comme sûrs ne sont plus épargnés. Les autorités, dépassées, peinent à contenir cette vague de criminalité. Pourtant, derrière ces chiffres se cachent des visages, des histoires, des familles qui vivent dans la peur, des enfants qui grandissent au milieu de la violence, des commerçants qui ferment boutique pour échapper aux extorsions. Chaque regard croisé dans la rue raconte une lutte pour la survie. Et vous? Seriez-vous prêt à affronter cette réalité? À marcher dans ces rues où chaque pas peut être le dernier? Avant de répondre, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et rester informé des prochaines révélations, car ce n'est que le début. Dans le prochain segment, nous plongerons au cœur des structures criminelles qui contrôlent Bogota, dévoilant les mécanismes d'une ville en proie à une guerre silencieuse. Les ruelles se resserraient à mesure que nous avancions. Les regards devenaient plus durs, les pas plus lourds et le silence plus menaçant. Ce n'était pas une simple visite. C'était une intrusion dans un monde où chaque visage est une énigme et chaque mot peut être une menace déguisée. Ils savaient que nous n'étions pas d'ici. Nos gestes, notre voix, même notre respiration semblaient étrangers. On sentait le poids de l'observation. Les yeux invisibles derrière les murs, les toits, les fenêtres à peine entr'ouvertes. Personne ne parlait, pas encore. Puis une main s'est tendue, une poignée ferme, brève, sans sourire. C'était le signal. Nous étions tolérés, pas les bienvenus, mais tolérés. Une caméra discrète s'allume et chaque plan devient un acte de courage. L'un d'eux s'approche, inspecte l'objectif, puis nous regarde avec un mélange de méfiance et de curiosité. Il murmure « Vous voulez voir la vérité ? Elle n'est pas belle. Ce qu'on a vu ensuite ne s'invente pas. Des codes d'honneur, des jeux interdits,
des armes qui circulent comme des jouets, et cette étrange fierté, presque enfantine, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Ce moment d'acceptation, aussi fragile qu'éphémère, a changé la dynamique. On n'était plus seulement des observateurs, mais les témoins d'un théâtre brut où la violence se joue sans masque. Vous auriez eu peur? Vous auriez rebroussé chemin? Dites-nous dans les commentaires si, à notre place, vous seriez restés. Dans le prochain segment, nous déchiffrerons comment ces bandes s'organisent, recrutent, contrôlent. Et pourquoi certains y voient-on leur seule chance de survie. Dans cet endroit, la justice ne porte pas de robe, elle porte une arme à la ceinture. Ici, ce n'est pas la loi qui régit les rues, mais une morale alternative, façonnée par la survie, trempée dans la peur et cimentée par le sang. Chaque gang a ses règles, gravées non sur du papier, mais sur la peau, dans les regards, dans les cicatrices. Ce que vous appelez crime, eux appellent équilibre. Ce que vous jugez immoral pour eux est un acte de loyauté. Personne ne vole les pauvres. Pas par pitié, par code. Voler un voisin, c'est se condamner. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Le respect, même imposé, est le seul lien entre les murs fissurés et les ruelles sombres. Traverser une frontière invisible, celle tracée par les pas des anciens, c'est signer son arrêt de mort. Il n'y a pas de pitié pour celui qui oublie où commence le territoire des autres. Ils disent, si tu voles, vole un riche. Si tu tues, c'est pour protéger les tiens. Les étrangers sont des cibles, pas les mères, pas les enfants. Et surtout, ne parle jamais. Un jeune me dit en murmurant presque comme une prière, « Chez nous, on est aveugle, sourd et muet. Parce que dans ce monde, un mot de « trop tue plus vite qu'une balle ». L'humanité existe, mais elle est codée, conditionnelle. Même la compassion a ses limites, fixées par le besoin de ne pas mourir demain. Et c'est là que le plus déroutant commence. Comment cette violence organisée peut devenir un refuge pour ceux que le monde a laissés pour compte? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Dans les ruelles escarpées de Bogota, le mot justice prend une signification bien différente. Ici, ce ne sont pas les tribunaux officiels qui dictent les règles, mais des codes tacites imposés par des groupes criminels. Ces lois non écrites déterminent qui peut vivre, qui doit partir et qui ne survivra pas à la nuit. Un homme, que nous appellerons Diego, raconte « Je n'ai jamais volé un pauvre. C'est la règle. Mais si quelqu'un traverse la frontière invisible sans autorisation, il doit en payer le prix. » Ces frontières invisibles, tracées par la peur et le sang, délimitent des territoires où même la police hésite à s'aventurer. Dans ces zones, les gangs imposent leur propre ordre. Ils interdisent le vol à stasne, ils interdisent le vol entre voisins, punissent sévèrement les abus et offrent une protection que l'État ne garantit plus. Cette forme de gouvernance parallèle, bien que fondée sur la violence, est perçue par certains habitants comme une nécessité pour maintenir une certaine stabilité. Cependant, cette stabilité a un prix. Les enfants grandissent en apprenant que la loyauté envers le gang est plus importante que la loi. Les jeunes, souvent sans autre perspective, sont recrutés dès l'âge de 12 ans, attirés par la promesse d'une protection et d'un statut social. La question se pose alors, comment une société peut-elle évoluer lorsque ses fondations reposent sur des codes imposés par la peur? Et surtout, comment ces règles affectent-elles la perception du bonheur et de la réussite pour ceux qui y vivent? Dans le prochain segment, nous plongerons dans les histoires personnelles de ceux qui vivent sous ces lois. Leurs récits, empreints de douleur, de résilience et parfois d'espoir, nous offriront un aperçu poignant de la vie dans ces zones oubliées. Et vous, que pensez-vous de ces réalités? Partagez vos réflexions dans les commentaires, dans les hauteurs poussiéreuses de Ciudad Bolívar, là où les rues se fondent en labyrinthe de tôles et de béton. Une vérité brutale se dévoile. La misère n'est pas un choix, c'est une assignation. Ici, les enfants grandissent avec le bruit des balles comme berceuses, et les mères apprennent à
Sourire malgré l'absence d'eau courante et la peur constante. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Une augmentation de 11% des homicides en 2024, atteignant le chiffre le plus élevé en 8 ans avec 1204 cas. Mais derrière ces chiffres se cachent des visages, des histoires, des vies brisées et des rêves avortés. Prenez Rosa, par exemple, qui descend 10 fois par jour une colline escarpée pour remplir un seau d'eau d'un réservoir communautaire. Car son quartier n'a ni eau courante, ni égout. Ou Juan, un adolescent qui a rejoint un gang, non par choix, mais par nécessité, pour protéger sa famille et avoir un semblant de revenu. Ces récits ne sont pas des exceptions, ils sont la norme dans ces zones oubliées de Bogota. Pourtant, au-delà de la violence et de la pauvreté, une forme de résilience émerge. Les habitants de Ciudad Bolívar développent une logique propre, une moralité adaptée à leur réalité. Les gangs locaux, bien que violents, suivent en des codes. Ne pas voler les sillas a tierra, pauvres. Protéger les membres de la communauté. Punir ceux qui franchissent les frontières invisibles sans autorisation. Cette structure parallèle, bien que perverse, offre un semblant d'ordre dans le chaos. Et vous, que feriez-vous si votre survie dépendait de telles règles? Peut-on vraiment juger sans comprendre? La société extérieure, confortablement installée dans ses certitudes, regarde ces quartiers avec mépris ou indifférence, sans saisir la complexité de ces vies. Mais la réalité est que la ligne entre le bien et le mal, la loi et l'anarchie, est souvent floue dans ces contextes. Dans notre prochain segment, nous plongerons plus profondément dans cette moralité distordue, explorant comment ces lois non écrites régissent la vie quotidienne et comment elles reflètent une adaptation humaine face à l'abandon systémique. Restez avec nous pour découvrir comment, même dans l'obscurité, l'humanité cherche à créer un ordre, aussi imparfait soit-il. Dans les ruelles étroites de Bogota, là où la lumière peine à pénétrer, un murmure persiste. Je suis voleur, mais je ne tue pas d'innocents. Cette phrase, à la fois confession et serment, révèle un monde régi par des lois non écrites, où l'honneur coexiste avec la violence. Les gangs de Bogota, bien que plongés dans des activités illicites, suivent un code strict. Le vol est permis, mais seulement contre ceux qui ont franchi la frontière invisible, une ligne imaginaire que même la police hésite à traverser. Les pauvres sont épargnés. Les enfants, sacrés. Un ancien membre confie: si tu touches à un gamin, tu signes ton arrêt de mort. Cette moralité tordue est le ciment de leur société parallèle. Les trahisons sont punies sans pitié, mais la loyauté est récompensée. Un chef de gang explique: on ne tue pas pour le plaisir. Chaque balle a un prix, chaque cible, une raison. Pourtant, cette structure fragile est constamment menacée. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Et la ligne entre le bien et le mal devient floue. Un jeune recrue raconte: j'ai vu mon frère mourir pour avoir refusé un ordre. Il croyait en une justice, mais ici, c'est la loi du plus fort. Ce monde, bien que caché, reflète une société où les institutions ont échoué, laissant place à des règles alternatives. Mais jusqu'où ces codes peuvent-ils tenir face à la brutalité croissante? Et que se passe-t-il lorsque même ces règles sont brisées? Dans le prochain segment, nous plongerons plus profondément dans les conséquences de ces transgressions et les répercussions sur ceux qui osent défier le système. Restez avec nous pour découvrir les histoires de ceux qui ont tenté de s'échapper et les cicatrices qu'ils portent. Dans les quartiers les plus sombres de Bogota, un silence déformé flotte entre les rires nerveux et la musique trop forte. Ce n'est pas la joie, c'est l'écho d'une anesthésie collective. Ici, personne ne parle de douleur. On l'étouffe. Avec des verres pleins de soda sucré, des lignes de « tu si inhalées comme une seconde respiration », des sourires figés qui n'ont rien d'humain. Un garçon, pas plus de 17 ans, les pupilles dilatées, murmure: « Quand je suis chargé, je me sens invincible, mais vide à l'intérieur, très vide. » Il ne parle pas comme un ado. Il parle comme un soldat déjà usé,
dont le champ de bataille est chaque coin de rue. La drogue ne sert pas à s'amuser. Elle sert à ne pas ressentir. Un ancien membre me décrit comment, à force de voir le sang, tu ne t'arrêtes plus. Le premier mort, tu trembles. Le deuxième, tu vomis. Le troisième, tu manges. La tête vide, mais l'estomac plein. Il éclate d'un rire brutal. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une fuite, une routine défensive, une armure qui étouffe les cris intérieurs. Ils avancent comme des ombres, lents ou rapides, toujours sur la défensive, toujours prêts. La mort ne les effraie plus. Ce qu'ils craignent, c'est de rester sobres assez longtemps pour sentir ce qu'ils sont devenus. Chaque dose éloigne un peu, plus la possibilité de se regarder dans un miroir. Chaque soirée, une tentative de ne pas se souvenir. Et quand on leur demande s'ils sont heureux, ils rient. Pas un rire joyeux, un rire court, saccadé, automatique. Heureux? On fonctionne, c'est tout. On respire, on bouge. Mais heureux? C'est pour les autres. Il ajuste sa casquette, tourne la tête et ne dit plus rien. Ils savent que quelque chose en eux s'est figé. Qu'ils sont prisonniers d'une boucle où la survie passe avant le sens. Dans cet état entre deux mondes, ni vivants ni morts, ils agissent, obéissent, consomment. Leur humanité n'a pas disparu, elle est juste ensevelie. Sous les couches de peur refoulées, de pertes jamais pleurées, de violences vues comme normales. Et c'est là que réside l'horreur silencieuse. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des humains qui, à force de survivre, ont dû abandonner tout ce qui les rendait sensibles. Des victimes d'un système sans issue qui apprend à tuer l'espoir dès l'enfance. Alors dites-moi, combien de doses faut-il pour ne plus entendre les cris intérieurs? Combien de nuits, sans sommeil, avant qu'un jeune ne devienne une machine à violence? Laissez votre commentaire, pas pour juger, mais pour réfléchir. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui se passe quand l'une de ces machines tente de freiner. Quand quelqu'un essaie, contre toute attente, de sortir de l'engrenage. Et ce qu'il en coûte de vouloir redevenir humain. Je suis sorti de ce quartier sans dire un mot. Mes chaussures portaient encore la poussière de ces ruelles où les enfants apprennent à viser avant de lire. Là-bas, le silence n'est pas paisible. Il pèse, il étouffe, il prévient. Ce que j'ai vu cette nuit ne s'explique pas avec des statistiques. Ce sont des regards, des gestes, des absences. Ce sont des mères qui prient pour que leur fils ne meure pas avant l'aube et des gamins de 15 ans qui rient en jouant à la roulette russe. Ils ne croient non plus à demain. Parce que demain, pour eux, c'est juste une autre chance de ne pas revenir. J'ai parlé avec des hommes qui ont tué, volé, trahi. Et pourtant, dans leur silence, il y avait des morceaux d'enfance, des souvenirs de familles éclatées, de promesses non tenues, de rêves enterrés dans l'asphalte. Ils m'ont dit que la peur les faisait avancer, que la violence était une langue qu'ils avaient dû apprendre pour survivre. Je ne suis pas là pour juger, ni pour pardonner. Je suis venu voir, ressentir, comprendre ce que signifie vivre à la frontière entre l'instinct et la mort. Certains cherchent la lumière, d'autres se sont habitués à l'obscurité. Et ici, au bord de la faim, une seule chose est certaine. La rue ne pardonne pas. Si ce récit vous a remué, laissez un like. Commentez ce qui vous a le plus marqué, partagez cette vérité nue. Et abonnez-vous, parce qu'il y a encore des histoires que personne n'a eu le courage de raconter.